Merci à vous, Saveria. Alors, Emmanuel Macron a-t-il convaincu lors de cette première interview télévisée? On pose tout de suite la question à mes invités dans le premier débat de Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Daniel Lévy, bonjour, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, auteur d'un sondage très commenté aujourd'hui, on va en parler bien entendu sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Florian Silny qui est également sur ce plateau, bonjour, fondateur et directeur de l'agence de communication La Frenchcom, merci d'être avec nous. J'accueille également Ziad Gebran, vous êtes spécialiste de communication institutionnelle, directeur conseil de l'agence de communication Little Wing, merci à vous. Première question pour vous, Jean-Daniel Lévy, puisqu'on a dit que c'était la première grande explication télévisée pour le chef de l'État. A-t-il été convaincant aujourd'hui? Si vous prenez 100 Français qui ont été exposés directement ou indirectement à la prise de parole du président de la République, la réponse est non, parce qu'on a 61% des Français qui ont soit suivi la totalité, soit une partie de l'émission, soit éventuellement qui se sont forgés un avis en regardant les débats tels qu'ils ont pu être effectués hier après l'intervention du président de la République. 61% donc qui déclarent ne pas avoir été convaincus. Ce qui est intéressant, et c'est souvent le cas, c'est que ceux qui ont vraiment regardé précisément ce qu'a dit le président de la République sont pour plus de la moitié convaincus par les propos du président. Donc tout se passe comme si il y avait une appréciation générale et une impression diffuse qui n'est pas forcément de la réussite de l'opération de la part du président de la République. Et en même temps, pour reprendre l'expression, en même temps, ceux qui ont vraiment regardé la posture, l'attitude ou les termes qui ont été utilisés par le président, un niveau de conviction qui a été un peu plus important de leur part. Ouais, Florian Silny, peut-être un mot sur le timing, sur cette date. On sait que ça a été choisi dernièrement par les conseillers du chef de l'État. C'était le bon moment de s'exprimer. Il fallait faire preuve de pédagogie 5 mois après son élection. La vérité, c'est même un peu tard. Et Emmanuel Macron, il s'est retrouvé quasiment contraint de devoir parler devant la chute brutale qu'il a connue cet été dans les sondages. Les Français lui ont rappelé que la posture jupitérienne qu'il avait adoptée, elle était synonyme à ce moment-là d'éloignement et d'éloignement trop grand. Il a besoin de renouer le lien avec les Français, avec l'opinion publique. C'était l'objectif de cette interview qui devait également montrer qu'il avait 2 jambes, une droite, une gauche, ce qu'il a tenté de démontrer à travers Libérer et Protéger. Ce double objectif est-il atteint selon vous alors ? Compliqué pour Emmanuel Macron, au fond, aujourd'hui, de satisfaire les Français, parce qu'évidemment, les résultats ne peuvent pas être là. L'action politique qu'il a menée, elle est encore trop récente. Mais il s'agissait pour Emmanuel Macron, avant tout, de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels François Hollande était tombé, avec la promesse de résultats trop rapides et, au fond, trop déceptifs pour l'opinion publique et ses électeurs. Ouais. Un mot avec vous, Ziad Gebran. C'est un exercice classique, finalement, de pédagogie, de communication présidentielle. Quel regard portez-vous sur ces 80 minutes d'interview télévisée? En fait, c'est drôle puisque c'est vrai qu'on dit que Emmanuel Macron n'a pas été très présent vis-à-vis des Français pour expliquer sa politique. Pourtant, il a fait des grands discours. On pense à celui d'Athènes, celui de la Sorbonne. Et pourtant, c'est vrai qu'on avait besoin d'un exercice un petit peu plus classique. Donc, c'est un format d'interview télévisée, comme d'autres présidents l'ont utilisé. Et donc, ça a été 90 minutes où il a pu expliquer de manière un peu plus longue que prévu, parce qu'on avait prévu que c'était uniquement 1 heure d'interview, de manière un peu plus longue que sa politique. C'est 5 mois de présidence. Après, est-ce que ça a convaincu les Français? Ça, il l'a dit lui-même, il faut attendre encore 1 an et demi à 2 ans pour voir les effets de ces réformes. Mais en tout cas, c'est un exercice assez classique par rapport à la communication qu'il a voulu installer depuis le début de son quinquennat. Ça, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron, à la vérité, il ne s'est pas adressé aux Français jusque-là. Il s'est adressé à des catégories de Français, les unes après les autres, comme un discours B2B. On s'est adressé à des grandes catégories, mais on n'a pas fait la pédagogie et on n'a pas démontré qu'on était le chef d'orchestre de cette action politique. Et donc, on n'a pas favorisé l'acceptabilité de la réforme et des efforts que cela suppose auprès des Français. Alors que j'ai le plaisir d'accueillir Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint responsable éditorial web du magazine Politis. Merci d'être avec nous. On évoque aussi ce glissement sémantique qu'on a tous observé chez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on ne parle plus de réforme, mais de transformation. Est-ce que ça a un impact auprès des Français, selon vous? Je pense que s'il a éprouvé la nécessité de changer de mots, c'est tout simplement parce que dans les quinquennats précédents, la réforme était devenue synonyme de régression sociale. Mais ce n'est pas parce qu'il va changer le mot qu'il change la nature, le contenu et la nature des réformes qu'il entreprend, qui sont, elles, effectivement, de ce point de vue, une régression tant sur le code du travail qu'en matière de fiscalité. Et ça, à mon sens, hier soir, il n'a pas fait la démonstration contraire.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas non plus vraiment révolutionné l'exercice? Jean-Daniel Lévy, on rappelait cette forme assez classique, somme toute, de l'entretien face à des journalistes à l'Élysée. Oui, non, l'exercice n'a pas été véritablement révolutionné. Il y a eu quelques modifications dans la réalisation par rapport à ce qu'on pouvait voir par le passé. C'était un peu plus dynamique et un peu moins statique, mais d'une manière globale, des journalistes qui posent des questions, un président de la République qui répond ou qui ne répond pas d'ailleurs aux différentes questions qui sont posées, un style ou une forme qui est effectivement un peu plus courte que ce qu'on a pu voir habituellement. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à des émissions qui peuvent durer 1h30, 2 heures avec le président de la République. Donc là, c'était plus resserré. Et puis, au final, des Français qui attendaient un certain nombre d'explications et qui ne les ont pas toujours eues. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a la perception d'un président qui a parlé, ou en tout cas qui a une stature au niveau international, qui a réussi à modifier un peu son image au cours des 6 derniers mois. On peut dire qu'il était perçu comme étant relativement jeune. S'il a réussi une partie de son opération, c'est qu'on ne le regarde plus comme étant un jeune responsable politique, mais on va plus le juger sur sa politique et sur l'efficacité ou sur les perceptions ou l'anticipation des conséquences en matière sociale. Et c'est là-dessus, peut-être qu'il n'a pas réussi suffisamment, en tout cas à ses yeux, à convaincre suffisamment les Français. Oui, il est capable de faire, nous disent les Français. En même temps, il y a des interrogations sur les conséquences de la politique qui peut être menée. Florian Silnicki, c'est vrai qu'il y a un travail sur son image et sur son inexpérience, ce qui a pu apparaître au début de son élection. En revanche, sur cette image président des riches, là aussi, on sait qu'il y avait beaucoup d'attentes. Est-ce qu'il a réussi à gommer un peu cette étiquette, selon vous ? Alors en tout cas, c'est un boulet en termes de trait d'image pour Emmanuel Macron, et il s'agissait là d'une mission commando pour démontrer qu'il n'était pas au service d'une partie de la population française. Alors ces communicants, Emmanuel Macron, ils lui ont expliqué, il faut t'adresser à tous les Français, il faut te faire comprendre et entendre, pour ça il faut simplifier ton propos. Moi je crois qu'il est allé beaucoup trop loin dans la simplification de la société et la description qu'il en a faite, même s'il s'est posé au fond en réconciliateur de la société française et de ses différentes composantes, notamment lorsqu'il explique que les pauvres sont nécessairement jaloux de riches qui sont eux nécessairement égoïstes, et que les deux catégories sont renvoyées à leur excès. Moi, je crois que ce n'est pas, au fond, très efficace pour Emmanuel Macron, même si cette stratégie de communication, elle a évidemment été pensée pour impacter l'opinion publique. Ziad Gebran, sur cet aspect étiquette des présidents des riches, difficile de s'en débarrasser maintenant ? C'est difficile de s'en débarrasser. En même temps, j'ai pas eu l'impression qu'il a cherché à le faire, puisque c'est vrai qu'il partait en fait d'un point de départ qui était qu'il traînait ça comme un boulet. Mais en même temps, il n'a pas fait d'annonce particulière pour contrebalancer cette image. Donc on peut se poser la question si Emmanuel Macron n'avait pas envie justement de dire je suis tel que je suis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, et puis point final. J'ai l'impression que c'est plus sur la posture qu'il a cherché à installer une image d'un président qui est droit dans ses bottes et qui ne veut pas dévier d'un iota, en tout cas avant un an et demi, le temps que les résultats apparaissent. Donc j'ai pas eu l'impression qu'il ait cherché particulièrement à gommer cette image-là, puisqu'il n'a annoncé rien de nouveau en fait par rapport à ce qui a déjà été discuté par ailleurs. Mais parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il a cherché là à réformer ce que les Français, à modifier ce que les Français percevaient de lui en installant son propre storytelling. L'enfant des provinces, qui n'est pas de la ville, qui n'est pas une grande capitale, qui n'est pas né riche, tous ces éléments, il devait permettre à Emmanuel Macron d'influer sur la perception des Français. Pas sûr que ce soit si efficace que cela. Non, je pense même que c'est raté, parce que quand on évoquait l'exercice assez convenu, le style de ce genre d'entretien qui existe finalement depuis le général de Gaulle, on a bien vu au moment où la question a été posée sur le président des riches, comment dans ce style d'exercice, Emmanuel Macron a joué la connivence avec ses 3 intervieweurs en les mettant dans le cercle des riches pour montrer qu'il y avait une gêne à parler de ce genre de choses et qu'il fallait ne pas pousser trop loin l'exercice d'interrogation, d'approfondissement. D'ailleurs, on n'a parlé que de l'ISF. Non pas, il n'a absolument pas été question de la flat tax qui va limiter l'imposition des revenus du capital à 30%, mais 30% CSG et CRDS comprises, ce qui fait un taux d'imposition de 12,8, c'est-à-dire un taux d'imposition qui est celui de très 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 nombreux Français qui ont un salaire tout à fait moyen. Et ensuite, quand il a discuté, il a avancé des arguments, on ne peut pas dire non plus qu'il a essayé de contrecarrer cette image, parce que certes, il dit qu'il n'est pas d'accord avec, il ne croit pas à la théorie du ruissellement, mais la métaphore qu'il propose en échange, celle du premier de cordée, n'est pas plus convaincante non plus, parce qu'on connaît beaucoup de premiers de cordée
qui, pour leur ascension, sont prêts à se séparer de tous leurs suivants et de se délester. On l'a vu dans une enquête qu'on avait publiée il y a 1 an chez Free, qui a donné lieu à un cache investigation que tout le monde a pu voir. Et il y a bien d'autres capitaines d'industrie ou de sociétés de services qui procèdent comme ça, qui ont des méthodes managériales complètement limites, scandaleuses, et qui vont se retrouver confortés par la réforme du Code du travail qui est entreprise. Ouais. Que disent les enquêtes d'opinion, Jean-Daniel Lévy, sur cet aspect étiquette de président des riches? Il a du mal à s'en défaire, Emmanuel Macron? En tout cas, c'est relativement récent. C'est apparu au cours de l'été. Il y a eu la confrontation d'un côté baisse des APL, suppression de l'ISF qui a été émis et entendu en fait, de la part des Français courant juillet. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là en fait, que Emmanuel Macron, comme le Premier ministre, baisse assez fortement dans les sondages en matière de confiance. Et que quand on regarde aujourd'hui les principales critiques qui sont émises à l'égard du Président de la République, c'est effectivement autour de ce sentiment d'une politique qui est une politique qui n'est pas en faveur de l'égalité d'un côté, une politique qui est plutôt en faveur effectivement des riches, avec effectivement cette thématique, le président des riches, qui constitue une ossature difficile, ou en tout cas un point difficile à se débarrasser de la part d'un président. On sait qu'en France, contrairement à d'autres pays, la richesse ou le fait d'avoir beaucoup d'argent n'est pas fortement valorisé. Et que même la réussite d'une manière globale, ou en tout cas la réussite entrepreneuriale, n'est pas nettement valorisée. Vous prenez parmi les personnalités qui font le plus rêver les Français, vous prenez les personnalités qui sont les plus emblématiques de la société française, il y a peu de chefs d'entreprise, il y a peu d'entrepreneurs, il y a peu de leaders en tant que tels qui apparaissent, ou en tout cas qui sont valorisés, contrairement à ce qui peut se passer par exemple en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Donc le fait d'être ce président des riches en tant que tel, ça n'est pas forcément le signe d'être le président proche de la réussite, mais plutôt proche potentiellement de l'inégalité. Donc il y aura probablement effectivement, si le président veut le faire changer, de la part d'Emmanuel Macron, arriver à modifier cela et à faire entendre que les classes moyennes et les catégories populaires peuvent avoir accès à des conditions qui sont des conditions particulières en termes de politique publique. Ouais, Florian Sénéc, il y avait quand même une volonté de la part de l'exécutif de mettre en avant la coloration sociale, le coup de barre à gauche des dernières mesures et notamment l'acte 2 des réformes sociales avec ce chantier de l'apprentissage, de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Mais aussi ce débat sur la société au sens d'entreprise, mais aussi celui de la participation. Emmanuel Macron, il a tenté de mettre au débat des thématiques en démontrant que dans ces débats, il serait celui qui veillera à protéger les plus fragiles. Ça visait sans doute évidemment à effacer cette étiquette, ce sparadrap qu'il a sur sa chemise. C'est trop juste. Emmanuel Macron, hier, il n'a pas suffisamment fait preuve au fond de sa mobilisation à être du côté de la protection, alors qu'il avait fait preuve dans ses premiers mois d'action politique de beaucoup de conviction et de mobilisation du côté de la libéralisation des énergies. Cette, au fond, balance qui se déséquilibre d'un côté est sans doute ce que Emmanuel Macron aura de plus difficile à faire en termes d'image dans les mois qui viennent. Ah, pardon, avant de continuer ce débat, je vous propose tout de suite de prendre la direction de la salle des conférences pour la réaction de Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, qui est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Roger Carucci. Bonjour. Alors le président a assumé sa méthode, sa ligne politique et même ses propos. Est-ce qu'il vous a convaincu? Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? Convaincu, non. Enfin, convaincu qu'il a une ligne politique, la sienne, oui. Mais convaincu sur le fond, non. Que le président légitime les choix qui ont été faits, légitime l'action du gouvernement, je ne vois pas comment au bout de 5 mois, il aurait déjà pu dire qu'il y a eu des erreurs ou qu'il y a eu des choses à changer. Donc c'est assez légitime, logique, qu'il explique, qu'il soit pédagogue, qu'il se dise, ce qui est plus inquiétant, qu'en réalité c'est lui qui doit expliquer la politique du gouvernement. Sous-entendu quand même quelque part, il y a des failles dans la com du gouvernement ou des ministres, puisque c'est le président de la République lui-même qui doit faire le job. Mais sur le fond, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'éléments nouveaux sur sa ligne politique. Est-ce que les justifications sur son style, sur son vocabulaire, elles étaient attendues, elles étaient nécessaires ? Ça, j'en sais rien. Moi, c'est pas ça, franchement, je le dis, c'est pas le fait d'utiliser tel ou tel mot qui peut me choquer, parce que il a 39 ans, il faut pas imaginer qu'il allait parler comme Molière. Donc, après tout, ça, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est les choix politiques qui sont faits, qui sont très ciblés. C'est vraiment des choix de libéral, mais de libéral profond, une philosophie libérale qu'on peut accepter.
Mais il faut l'accepter, quoi. Alors, vous parlez de cette notion de philosophie libérale. Il a tenté de l'expliquer avec ce mot premier de cordée, pour parler de ceux qui réussissent, pour parler de ceux qui ont fait fortune. Est-ce que c'est une notion que vous comprenez, ou en tout cas laquelle vous souscrivez? On peut la comprendre. Moi, je suis de ceux qui disent tout ce qui peut libérer les énergies, tout ce qui peut libérer l'initiative, c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, c'est bien les énergies, l'initiative qui feront qu'on sera plus compétitif, donc on créera de l'emploi, qu'on créera de la richesse. Le petit problème quand même hier, c'est que en revanche, une fois créées toutes ces richesses, le côté répartition était moins net. C'est-à-dire, autant je peux approuver le président de la République quand il dit faites respirer le pays, allez, on y va, on crée, on fait. Ça, très bien. Sauf que tout le monde n'est pas premier de cordée. Bruno Retailleau a parlé d'un exercice d'autosatisfaction très loin des préoccupations des Français. Vous partagez, j'imagine, cet avis ? Je ne sais pas si c'est l'autosatisfaction. Il y a une vision très très particulière. C'est-à-dire que je pense que le président de la République est tellement conscient que son prédécesseur a été qualifié de ne jamais entrer dans les habits de président, que lui veut y être. Faites gaffe, faites attention à hier. Plusieurs reprises, il dit « nous », en parlant de lui, ou « quand on est le président de la République », comme si c'était quelque chose de tout Roger à fait Karoutchi, en dehors. il y est trop dans ces habits-là de président de la République. Il viendra. incarne trop la fonction, c'est ce que vous essayez de nous dire. Je ne dis pas qu'il incarne trop la fonction, on n'incarne jamais assez la fonction. Mais c'est vrai que ça nous change plutôt positivement là-dessus, par rapport à François Hollande. Maintenant, le fait d'assumer ses choix pour le président de la République ne veut pas dire qu'on les partage. Donc, moi je pense qu'il faut peut-être un peu plus parler aux classes moyennes, un peu plus parler aux gens modestes, un peu plus parler à ceux qui ont besoin de la solidarité nationale, même si je suis plutôt pour la solidarité, pas pour l'assistanat. Oui, au premier de cordée. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont au bout de la cordée, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Vous. Merci Roger Karoutchi d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. C'est intéressant ce que vient de dire Roger Karoutchi, Ziad Gebran, sur cet aspect d'habit de président. On sait qu'il a peut-être retenu les leçons de son prédécesseur, Emmanuel Macron. Attention quand même à ne pas tomber dans l'hyper-présidence. Ça, c'est aussi un autre risque. L'hyper-président, non, parce qu'aujourd'hui, il vérifie vraiment à ce que ses prises de parole soient calibrées, il vérifie vraiment à ce que son image ne soit pas omniprésente dans les médias. En revanche, c'est vrai qu'il cherche à montrer que c'est lui le chef, c'est lui qui est aux commandes. L'épisode avec le général Pierre de Villiers l'été dernier nous a montré qu'il veut à tout prix montrer que c'est lui qui est en commande. Et on a vu beaucoup de fois hier dans l'interview le fait qu'il disait « j'ai été élu pour, je vais pour », enfin « je vais ». Donc vraiment l'affirmation de la première personne du singulier pour montrer que c'était lui qui était aux commandes, même si après le gouvernement et les ministres avaient leur rôle à jouer. Mais c'est lui qui est en charge, c'est lui le président et c'est lui le chef. Michel Soudet, pas beaucoup de références, ou en tous les cas en creux à François Hollande, sans clairement le désigner. J'ai pas remarqué non plus qu'il parlait beaucoup d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que ça dit, cette interview, de son rapport justement avec son Premier ministre dans le partage du pouvoir ? Dans le partage du pouvoir, on voit très bien qu'il assume le commandement. D'ailleurs, toutes les informations qu'on peut avoir fait qu'il a quasiment... il régente quasiment tout. Il s'occupe de tous les détails, etc. Il est omniprésent sur toutes les questions et il revendique ce côté « c'est moi le chef ». Il le revendique aussi pour justifier ses réformes in extremis par faute d'arguments très convaincants. Le dernier argument, c'est l'argument d'autorité. J'ai un mandat, j'ai été élu pour, etc. Là, il y a quand même un problème politique, c'est qu'il oublie les circonstances de son élection, le fait que beaucoup de gens ont voté pour lui déjà au premier tour pour éviter un Fillon ou un Marine Le Pen. Au deuxième tour, les gens ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen, c'était ça, ou l'extrême droite, donc c'est pas par conviction ou pour lui donner un mandat véritablement. Il n'en tient pas compte. Et il le sait très bien d'ailleurs, puisque le 7 mai, le soir de sa victoire, il disait « j'ai été élu par des gens qui ne m'ont pas choisi ». C'est un mot qui a été rapporté par Christophe Castaner, son porte-parole, dans une interview à Corse Matin début août. Ça disait bien pourtant les circonstances de l'élection. Or là, on voit qu'il n'en tient absolument pas compte. Et on a vu pour le moment la liberté, mais pas la protection, puisque c'est son leitmotiv, c'est libérer et protéger. Donc on a ouvert le poulailler au renard, mais derrière,
on ne voit pas très bien, ni sur le chômage, où il a reculé par rapport à ses promesses de campagne. Il a commencé à reculer en allongeant le temps, en disant qu'il faudrait, quand on est démissionnaire, avoir un projet. Il y a eu des petits rétropédalages ou des petites précisions. Et sur la formation, j'insiste, parce que sur la formation, il dit que c'est la plus grosse source d'inégalité. Mais on voit mal comment il enclenche une nouvelle politique de formation, en commençant par supprimer 450 millions aux régions qui sont en charge de la formation et en présentant un budget des universités qui, pour la 7e année consécutive, est un budget où la dépense par étudiant régresse. Florian Selnicki, sur cet aspect, effectivement, sur cet argument d'autorité, on ne tient pas 5 ans avec ça. C'est clair, vous avez raison. Emmanuel Macron, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce que, au fond, la seule opposition qui s'exprime aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez à droite et à gauche de notre échiquier politique les deux grands partis traditionnels qui se regardent et qui cherchent comment se renouveler, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à exister. Et donc ça fait que le président de la République, il est, quoi qu'il arrive, dans une position très confortable parce que personne n'est suffisamment fort pour le déstabiliser ou atténuer dans un sens ou dans l'autre sa politique. Et puis Jean-Luc Mélenchon lui-même, s'il est meilleur opposant, il n'est pas jugé aujourd'hui par les Français comme une alternance possible crédible. Sur le style lui-même, pour dire deux mots, moi je crois qu'à vouloir être un anti-Hollande, il a quand même fini beaucoup par ressembler à Nicolas Sarkozy. Jean-Daniel Lévy, sur le style, les journalistes hier ont passé beaucoup de temps justement sur tous les vocables utilisés par le chef de l'État au détriment peut-être justement de cette coloration sociale que l'exécutif souhaitait mettre en avant. Que vous disent justement les Français que vous avez sondés sur cet aspect? On sait que par exemple qu'il y a des mots, il y a des termes qui sont mal passés, et notamment le terme bordel par exemple qui a été utilisé par le président de la République, avait été assez fortement critiqué par les Français lorsqu'on les interrogeait. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il cherche à laisser entrevoir que le fait de parler avec des mots qui sont des mots familiers montre bien la proximité qu'il peut avoir avec les Français, notamment les classes moyennes ou les catégories populaires. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas dans les études qu'on peut voir et ça n'est pas le cas même dans les attentes qui peuvent être exprimées à l'égard du président de la République. Il y a une forme, et on sait qu'il y est sensible, d'imaginaire qui est développé par le président de la République, de représentation, de symbolique, de capacité à pouvoir porter ce qu'est la société française. Et souvent, les Français souhaitent plutôt être tirés vers le haut que tirés vers le bas. Et lorsqu'il y a des termes qui sont utilisés, qui ont tendance à valoriser la société française, en général, nos concitoyens y sont positivement attentifs. Et on voit bien que ce sur quoi aujourd'hui il y a des points sur lesquels les traits d'image d'Emmanuel Macron pêchent, c'est notamment la dimension de proximité avec les Français. Et on sait que c'est un des points sur lesquels les responsables politiques sont les plus attendus. Certes, vous avez fait des études, nous disent-ils, certes, vous êtes capable de pouvoir proposer des solutions, mais est-ce que vous connaissez véritablement notre vie quotidienne? Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à évoluer dans le cadre de notre vie de tous les jours? Et dans ce contexte-là, le fait d'apparaître comme étant coupé pose un problème pour l'appropriation du message. C'est vrai que ce n'est pas un élu de terrain, ça lui est souvent reproché. Ziad Gebran, est-ce qu'il peut recoller justement les morceaux et se montrer plus proche des Français selon vous? C'est vrai qu'il part avec un handicap, c'est qu'il n'est pas comme Chirac, un élu qui a commencé en fait vraiment dans le terroir, entre guillemets, ni comme François Hollande. Il faut qu'il réussisse en fait à imaginer des nouveaux dispositifs de prise de parole, un peu comme il avait fait pendant la campagne. Là aujourd'hui, il a voulu reprendre un format un peu classique vis-à-vis des journalistes politiques, qu'il a quand même beaucoup écarté de la communication présidentielle depuis le début de son mandat, en voulant s'adresser à d'autres types de presse. Il faut qu'il arrive justement à trouver des nouveaux modes, des nouveaux canaux de communication qui lui permettent d'avoir une prise directe avec les Français, que ce soit à travers des déplacements ou à travers des outils digitaux. Mais c'est vrai qu'on a vu avec le choix qu'il a fait hier, c'était de vouloir parler avec à la plus grande partie des Français via la télévision, qui reste un média de masse. Mais en tout cas, il n'a pas encore trouvé le bon canal de communication pour renforcer ce lien avec les Français. Florian Selnicki, peut-être pour conclure, un bilan en demi-teinte, mais un exercice nécessaire, un passage obligé. Un exercice indispensable, et puis il est intéressant hier de remarquer que le président de la République nous a expliqué que c'était un honneur d'avoir parlé à la presse comme médiateur de l'information avec les Français, alors que c'est ces mêmes journalistes qui étaient rejetés jusque-là par ses équipes de communicants. Il a donc fait un rétropédalage ici aussi. Michel Soudé. Il faut bien un petit peu d'hypocrisie dans ce genre d'exercice, mais on a bien vu qu'il y avait une grande contradiction entre le fait d'assumer les propos blessants qu'il a pu tenir, feignants, cyniques, les gens qui ne sont rien, et en même temps dire j'aime la France, j'aime les Français. Là, il y a une contradiction et je pense que ça n'a pas convaincu grand monde. Hein. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus en débattre sur le plateau. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter à notre question Twitter. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ?
Dans le reste de l'actualité aujourd'hui et dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, les langues se délient et les témoignages de femmes victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles se multiplient sur les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que le gouvernement prépare un projet de loi pour sanctionner les violences sexistes et sexuelles. Le harcèlement de rue pourrait ainsi être verbalisé par la future police de sécurité du quotidien, Cécile Sixou. Hashtag balance ton porc au lieu de porter plainte. Les langues se délient sur Twitter. Sous le hashtag balance ton porc, depuis quelques jours, des milliers de femmes racontent le harcèlement dont elles sont victimes. Pour Fatima Benomar, militante féministe, il était temps de briser l'omerta. Le succès du hashtag balance ton porc est très révélateur de l'ampleur en fait des cas de femmes victimes de violences de toutes sortes. Toutes les femmes expérimentent les agressions et le harcèlement sexuel, sexiste, tout ça. Et justement, c'était important que le grand public puisse s'emparer de ce hashtag et montrer que c'est un énorme fait de société. Un fait de société dont souhaite s'emparer Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes prévoit dans sa future loi contre les violences sexuelles de sanctionner le harcèlement de rue et le président Emmanuel Macron y mettra les moyens avec la police de proximité. Cette police de sécurité du quotidien, elle aura dans ses priorités la lutte contre le harcèlement et en particulier dans les transports, puisque c'est beaucoup là que ça se joue aussi. Et donc oui, je souhaite que nous puissions avoir une procédure plus simple de verbalisation lorsque de tels actes sont commis pour qu'il y ait une réponse immédiate. Autre mesure emblématique, la ministre compte définir un âge de consentement sexuel des mineurs. Car aujourd'hui, pour juger un viol, il n'y a pas de critère d'âge. Il faut juste que l'acte sexuel ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Enfin, dernière proposition, allonger les délais de prescription des crimes sexuels. Aujourd'hui, de 20 ans après la majorité de la victime, il pourrait passer à 30 ans. Si les grandes lignes du projet sont décidées, Marlène Schiappa en précisera les détails après une consultation citoyenne et une concertation avec les acteurs du secteur. Le projet de loi définitif devrait voir le jour premier semestre 2018. Et pour évoquer ce projet de loi, notre invité, Jacky Coulon, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Il répond tout de suite aux questions de Tam Tranui dans le Face à Face. Merci.